Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le chef de la diplomatie algérienne évoque le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité. Il aborde des questions palestiniennes et sahraouis, la Libye et répond aux attaques de la junte malienne. Le mouvement de protestation se durcit au Maroc. Une marée humaine dans la rue depuis plusieurs jours. La jeunesse se soulève contre les pratiques du Marsen. Une alerte pluie est émise. La perturbation affectera l'est du pays en particulier. Des mesures sont prises pour éviter d'éventuels dégâts. Un modèle de service public numérique offert aux micro-importateurs, un guichet unique accessible en ligne expliqué par le ministre de l'économie de la connaissance. Clôture ce mardi du festival du film méditerranéen. Les férus de 7e art se sont régalés une semaine durant avec la projection de films représentant une vingtaine de nationalités. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a affirmé depuis la tribune des Nations Unies que le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité a été un mandat de fidélité aux valeurs et principes consacrés dans la charte onusienne, telle que l'a voulu le président Abdelmadjid Tebboune. Attaf a également plaidé pour la réforme du système onusien pour plus de justice et d'équité. Il y a 2 ans, l'Algérie a eu l'honneur de gagner la confiance de l'Assemblée générale en étant élu membre non permanent au Conseil de sécurité. Et nous voici aujourd'hui à l'approche de la fin de ce mandat avec l'espoir sincère d'avoir pu, ne serait-ce qu'en partie, être à la hauteur de la responsabilité que vous nous avez confiée. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a voulu que le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité soit placé sous le signe de la fidélité aux valeurs et aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, aux appartenances arabes, islamiques et africaines de l'Algérie, à l'identité et à l'histoire de lutte de l'Algérie pour la liberté et l'émancipation. Jamais nous nous sommes résignés ou soumis au fait accompli. L'Algérie est fermement convaincue que l'espoir demeure possible pour un avenir meilleur. Pour notre organisation des Nations Unies, un avenir meilleur pour la communauté internationale et un avenir meilleur pour l'humanité tout entière. Ahmed Attaf a réitéré la position de l'Algérie sur bon nombre de dossiers, à commencer par la cause palestinienne, le droit à l'établissement d'un État palestinien et mis en garde contre les tentatives de liquidation de la question. Les résolutions onusiennes doivent également servir de référence pour le règlement du conflit au Sahara occidental qui demeure une question de décolonisation. Le chef de la diplomatie s'est par ailleurs exprimé au sujet des attaques récurrentes de la junte malienne contre l'Algérie. Les sommets de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté atteints par ce faux poète, mais vrai putschiste, ne sont rien d'autre que logorée de soudard. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût. Professeur à l'université de Bamako et voix critique de la transition aujourd'hui contraint à l'exil, Étienne Fabaka Sissoko dénonce avec force les propos du Premier ministre malien à propos de l'Algérie, ce pays voisin, selon lui, qui a toujours œuvré pour la souveraineté du Mali. Il s'exprime au micro de Rabea Slimani. Le peuple malien, dans sa majorité aujourd'hui, est reconnaissant de l'Algérie qui se battue depuis le déclenchement de cette crise que le Mali est en train de traverser. Des efforts déployés pour ramener la paix au Mali. Les déclarations du Premier ministre sont regrettables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette junte nous a habitués à quelque chose. C'est que chaque fois qu'il se retrouve dans des situations, des résultats pour satisfaire aux besoins élémentaires des populations, crée des ennemis artificiels. Moi, je suis particulièrement heureux de voir que dans le discours du ministre des Affaires étrangères algérien qui reconnaît que le peuple malien ne mérite pas la gouvernance actuelle qui lui est donnée, ne mérite pas le calvaire qu'il est en train de passer par la faute malheureusement d'une junte qui s'accroche désespérément au pouvoir et qui n'arrive pas à produire des résultats satisfaisants pour les populations. Après avoir passé 5 ans au pouvoir, le régime de Bamako n'a pas réussi à lutter contre l'insécurité. Bien au contraire, il continue de propager le chaos. Boubacar Sissoko, contacté par Rabea Slimani. L'accord d'Alger était un instrument pour aller vers la paix. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'instrument pour aller vers la paix. Le seul instrument qui existe, ce sont les armes. Et malheureusement, les armes n'ont jamais résolu une question politique. Les armes n'ont jamais produit les résultats auxquels nous aspirons tous. Nous avons assisté à un délitement de la situation sécuritaire et aujourd'hui, les groupes djihadistes sont aux portes de Bamako, sinon sont à Bamako. Face à tout cela, c'est d'aller vers un véritable dialogue. Ça peut être revenir
revenir à l'accord d'Alger. Sinon, aujourd'hui, il n'y a aucune perspective avec cette junte-là. C'est pourquoi moi j'insiste sur le fait que le monde aujourd'hui est interpellé, y compris l'Algérie, pour aider le peuple malien à se débarrasser de cette junte-là. Étienne Fabaka Sissoko, professeur à l'université de Bamako, contraint à l'exil, il répondait aux questions de Rabea Slimani. La bourse du partenariat, un nouveau service numérique lancé par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, un espace interactif dédié à la mise en relation des investisseurs et des porteurs de projets pour notamment booster la concrétisation des projets. Rencontre sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le commerce électronique. À l'occasion, le ministre de l'économie de la connaissance a donné des détails concernant le service public numérique offert aux micro-importateurs. Ces propos sont recueillis par Sofia Boukarcha. Un guichet unique numérique est mis à la disposition du micro-importateur sur le site ana.dz. Tous les détails de l'opération de micro-importation sont traités sur cette plateforme, y compris les démarches avec la banque, l'administration fiscale, la sécurité sociale et la douane. Le micro-importateur, quand il se rend à l'étranger pour acheter la marchandise, il déclare tout sur la plateforme électronique avant son entrée sur le territoire. D'un simple clic, la plateforme génère la facture. Il paye les 5% requis et récupère sa marchandise. Sa marchandise est ainsi légalement mise sur le marché algérien. Le micro-importateur constitue aujourd'hui un exemple concret d'un service public numérique gouvernemental. La numérisation du secteur de l'agriculture, importante puisqu'elle permet notamment d'unifier les données et une meilleure gestion des budgets, un point souligné ce matin sur nos ondes par le directeur de l'École nationale d'agronomie. Tarek Hartani était l'invité du jour, il répondait aux questions de Nsrin Dahmoun. La construction de l'information au niveau du secteur de l'agriculture était basée par une accumulation des données au niveau local pour arriver à la production totale. Et donc, lorsque ces données ne sont pas numérisées, il peut y avoir des écarts entre les différentes versions qui sont produites, qui arrivent au premier responsable du secteur. Et de ce fait, ils se retrouvent souvent ou parfois en contradiction avec la réalité du terrain. Alors que si l'information était numérisée et digitalisée, on pourrait avoir une seule information unifiée, transparente, et l'impact est énorme dans le sens où cela conditionne par exemple l'aide de l'État qui est très importante pour le secteur de l'agriculture. Sur les 20 dernières années, l'Algérie a investi ce qui équivaut à 100 milliards de dollars pour le secteur de l'agriculture. Qu'a-t-on fait avec cet argent? Et s'il y avait la numérisation, toutes ces aides-là, ces contributions, on aurait pu optimiser, améliorer l'efficience de ces finances. Parce que finalement, l'enjeu, il est financé. La suite du journal avec l'actualité à l'étranger, cette vague de contestation massive au Maroc qui met à nu l'échec des politiques économiques et sociales du Marzan Ebti Aladoun. Effectivement, le Maroc vit depuis plusieurs jours une vague de contestation qui secoue ses principales villes. Des milliers de citoyens crient leur colère face à une réalité sociale de plus en plus insoutenable, cherté de la vie, un système éducatif défaillant, effondrement du système de santé, les rues devenues un théâtre d'un désespoir collectif. On écoute à ce propos Mohamed El-Bettaoui, opposant marocain. Cette génération, on en a marre, elle ne peut plus. Et le slogan était clair, on veut des hôpitaux, des écoles, des infrastructures, on veut la dignité tout court. On veut voir à quoi servent les impôts de nos parents, nos impôts, donc qu'on paye chaque mois, chaque année, chaque jour, en allant faire nos courses, on paye la TVA, on paye plein d'impôts. Alors que les slogans populaires réclament justice sociale et droits élémentaires, la réponse du pouvoir marocain reste fidèle à une logique de répression brutale. La police déployée massivement opte pour la violence afin d'étouffer des voix qui ne demandent qu'à vivre dans la dignité. Les images et témoignages qui émergent traduisent une fracture profonde. La vague d'arrestations qui frappe de plus en plus les journalistes, qui frappe un certain nombre d'intellectuels, des militants, et puis cette vague d'exil de la population marocaine vers l'Europe. Donc il y a énormément de jeunes qui prennent ces fameuses barques de la mort pour se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne, au Portugal ou en Italie. Donc ces jeunes en ont marre de voir tous ces phénomènes-là. Ils se rendent compte de l'état macabre et les mouroirs que sont les hôpitaux du royaume, les écoles. C'est un pays qui est en train de vivre ses derniers instants. Il y a énormément de problèmes à l'intérieur de l'appareil sécuritaire, énormément de problèmes même à l'intérieur de la famille royale.
Ce qui se joue aujourd'hui dans les rues marocaines dépasse la simple contestation conjoncturelle. C'est le procès d'un pouvoir qui a failli à ses devoirs les plus élémentaires. Derrière les vitrines touristiques et les slogans de modernité, c'est une autre réalité qui s'impose, celle d'un Maroc fragilisé par ses propres contradictions, où le peuple réclame au prix de la répression son droit à l'éducation, à la santé et à la dignité. Le mouvement de résistance palestinien Hamas entame aujourd'hui une série de consultations destinées à examiner le plan Trump pour stopper le génocide à Gaza. Le plan contient 20 points. Le président américain l'a présenté hier à la Maison-Blanche en présence de Netanyahou. L'ancien premier ministre britannique Tony Blair devrait faire partie d'un comité de paix pour superviser un gouvernement de transition à Gaza en cas d'accord. Décryptage de la militante Olivia Zemmour, contactée par Rabia Slimani. Prendre comme associé pour la gestion soi-disant provisoire de la bande de Gaza Tony Blair, qui a poussé à la guerre en Irak, je commence à trouver insupportable que plein de dirigeants occidentaux fassent comme si c'était au Hamas de faire le premier pas, c'est-à-dire de se désarmer et puis qu'il fallait l'éliminer, comme si tout était lié à l'attaque du 7 octobre 2023. Il faut quand même rappeler que ceux colonisent depuis 77 ans, ceux qui ont fait un camp de concentration à Gaza depuis 2007, qui ont bombardé régulièrement la bande de Gaza bien avant le 7 octobre, s'il y a un premier pas à faire pour une négociation crédible, c'est à Israël de commencer par se retirer de la bande de Gaza. En France, l'intersyndicale qui espère faire aussi bien que le 18 septembre appelle à une nouvelle journée de manifestation ce jeudi pour maintenir la pression sur Le Cornu, le Premier ministre français qui a refusé de suspendre la réforme des retraites. Retour chez nous, des pluies et des orages sont prévus aujourd'hui et demain dans plusieurs wilayas. Le bulletin spécial concerne essentiellement l'est du pays, notamment El Bouaghi, où des actions préventives ont été menées, nous dit Nasser Benissam. Au niveau de la wilaya de El Bouaghi, plusieurs actions ont été entreprises pour protéger les communes et les villes contre les inondations. Plus de détails avec M. Zebeb Houssine, chef du service assainissement et prévision des risques d'inondation à la direction de l'hydraulique de la wilaya. À travers les communes de Ain el-Bayda, Ain Milila et Ain Kersha. Pour la commune de Ain el-Bayda, c'est Oued Zohor, Oued el-Awras et Oued Salam. Donc le projet est sur une ligne de 3000 mètres linéaires. Pour Ain Milila, Oued el-Garrah, sur une linéaire de 16 800 mètres linéaires. Pour Ain Kersha, Oued Krisha et Oued Habiba, Bougazi, sur une linéaire de 1000 mètres linéaires. En plus, le projet d'aménagement et recalibrage de Oued Guidman pour la protection de la ville de Sokhnamen contre les inondations qui est en cours d'achèvement. En plus du projet de protection de la ville de El Bouaghi contre les inondations qui est fonctionnel actuellement, la ville de El Bouaghi Centre a bénéficié d'un projet d'aménagement Oued el-Atiq sur 350 mètres linéaires. Ajoutez à cela les actions entamées par l'ONA pour le curage et l'entretien du réseau d'assainissement. De El Bouaghi, Nasser Benissam pour Alger 3. Des mesures également prises en amont à Soukharas, nous dit notre correspondant Sadr Bouraoui. L'Office national de l'assainissement unité de Soukharas a pris toutes ses dispositions pour entreprendre plusieurs travaux entrant dans le cadre de la lutte contre les inondations. Khleifiya Abdelghani, directeur de l'unité ONA, nous le confirme. Nos services ont curé et nettoyé 45 km de conduite de caniveau, curé et nettoyé 7942 entre Regard et Avaloir, prélevé 1109 de détritus et intervenu 6364 fois. Cette campagne se poursuivra jusqu'à la fin de la période hivernale. Elle a touché les axes routiers et les bâtisses présentant respectivement les risques de stagnation des eaux et de retour des eaux vers les constructions. Nous lançons un appel à nos concitoyens d'apporter leur solidarité et contribution aux efforts déployés par nos services, en s'abstenant de jeter tout type d'ordures et détritus dans les systèmes d'évacuation des eaux pluviales et d'assainissement. De Soukharas, Sadr Bouraoui pour Alger 3. Sauvetage et intervention en milieu périlleux, un regroupement régional de la protection civile se déroule ces jours-ci à Ain Defla. Les détails avec Rima Rahmani.
Deuxième jour du regroupement régional organisé par la Direction générale de la protection civile à la wilaya de Ain Defla et qui a réuni les conseillers techniques et chefs d'unité grimpe de plusieurs wilayas du centre du pays dans le cadre de la mise à jour d'une plateforme, un outil de gestion qui va uniformiser tout ce qui est notion de formation. Capitaine Mouloud Aziz, conseiller technique auprès de la Direction générale de la protection civile. Cette plateforme, c'est un outil de gestion qui va uniformiser tout ce qui est notion de formation, toutes les données du personnel appartenant à la spécialité, ainsi que le suivi et la gestion du matériel propre à la spécialité. La spécialité, c'est l'intervention dans les milieux périlleux. C'est la spécialité reconnue grimpe au sein des groupes d'intervention de la protection civile algérienne. Le regroupement est composé de 10 wilayas plus l'unité nationale d'instruction et d'intervention. La spécialité grimpe, elle peut intervenir dans les différents cas, que ce soit les accidents urbains, à savoir les incendies d'appartements, dans le milieu rural, savoir les accidents de circulation lorsqu'il s'agit de ravins ou des milieux où les secours ordinaires de la protection civile ne peuvent pas intervenir par défaut, que ce soit de technique ou de matériel. 10 000 places pédagogiques et une résidence universitaire de 2000 lits à Tizi Ouzou, un acquis pour les étudiants en cette rentrée universitaire sur place Mohamed Haouchin. Avec un effectif considérable qui approche les 60 000 étudiants, l'université Mouloud Mamri s'enrichit encore d'une nouvelle infrastructure d'envergure, et ce avec la réception d'un nouveau campus universitaire de 2000 places pédagogiques qui a été inauguré ce matin à Tamda par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari. Et à l'occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur a visité quelques salles et amphithéâtres ultramodernes où il a donné des instructions fermes pour l'exploitation maximale de ces nouveaux locaux et insisté par là même sur l'entretien et la préservation de ces nouveaux acquis. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur a visité les locaux de la nouvelle annexe de l'école normale supérieure qui a ouvert ses portes cette année, toujours au pôle technologique de Tamda, pour former des professeurs d'enseignement secondaire pour les besoins de la wilaya de Tizi Ouzou, et ce avant de rencontrer plusieurs étudiants porteurs de projets innovants et d'inaugurer toujours à Tamda une nouvelle cité universitaire de 2000 lits. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin pour Algérie 3. La délégation nationale à la sécurité routière lance en cette rentrée scolaire une campagne nationale de sensibilisation pour la protection des enfants contre les dangers de la route. Campagne lancée depuis l'école primaire Ould Aoudia à Alger. Boubkar Lahsen, représentant de la délégation au micro de Mahdi Haddaoui. Il faut savoir que nous enregistrons presque chaque année à peu près 5047 blessés de moins de 14 ans. Et pour la rentrée scolaire 2024 et 2025, nous avons enregistré malheureusement 365 décès. C'est pour ça qu'à chaque nouvelle rentrée scolaire, nous organisons cette campagne. Et l'avantage, c'est que maintenant, nous disposons de délégations nationales au niveau des 58 wilayas. La campagne va durer tout au long de l'année scolaire. Par rapport au programme de la campagne, il y a un atelier de dessin, un atelier de réalité virtuelle, et il y a aussi des simulateurs pour la conduite, et nous avons aussi une pédagogie où les enfants vont apprendre les bonnes règles de conduite avec des vélos donc et des voiturettes. Le festival du film méditerranéen de Annaba touche à sa fin. Parmi les activités proposées, des ateliers. Myriam Djari nous en dit plus. Parmi les activités proposées dans le cadre du Festival du film méditerranéen de Annaba, un atelier de formation en réalisation au profit des jeunes passionnés en cinéma a été animé par Oussama Kobbi, réalisateur du feuilleton 11-11. Il est au micro de Hanan Saïsi. Lors de cet atelier, j'ai surtout retenu l'enthousiasme et la curiosité des jeunes participants. La plupart d'entre eux sont venus avec un véritable passion pour le cinéma, parfois encore brute, mais surtout sincère et très motivante. Nous avons travaillé sur des aspects théoriques comme l'écriture, de la mise en scène, de la sémiologie, afin de leur permettre de transformer leurs idées en images. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est leur capacité à s'approprier rapidement les outils et oser proposer des choses personnelles. Je dirais donc que l'atelier était concluant, qu'il faut oser prendre des risques créatifs et surtout croire que notre cinéma a une place non seulement en Algérie, mais aussi à l'international. Il faut que les institutions et les producteurs croient davantage
en cette génération. Le cinéma algérien a du talent. Il y a aussi de belles histoires à raconter. Si on accompagne ces jeunes, on pourra inscrire notre cinéma sur la scène méditerranéenne et pourquoi pas lui donner une visibilité internationale durable. Une belle occasion pour ces jeunes cinéphiles d'enrichir leurs connaissances et de bénéficier de l'expérience d'un professionnel reconnu dans l'esprit de transmission et de partage qui anime le festival. Et nous reviendrons sur la clôture de ce festival dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial sur place, Hanan Seissi. Le sport, le football avec vous, Hamza Rahmouni. On revient sur l'épilogue de la 6e journée du championnat de Ligue 1. Et avec 2 rencontres disputées hier, l'USM Alger et le MC El Bayad se sont neutralisés sur le score d'un but partout dans une rencontre qui s'est déroulée au stade Omar Bagabeh de Darbeida. L'US Mostaganem a battu l'Entente de Sétif 1-0. Je rappelle que le choc de cette journée, le classique entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger a été reporté à une date ultérieure au classement général. Le Mostaganem qui grâce à ce succès pointe à la 5e position avec 8 points. L'Entente de Sétif reste à la 9e position avec 6 points. L'USM Alger également avec 6 points, alors que le MC El Bayad avant-dernier au classement général avec 3 points. Merci Hamza. Selma Feguer, Erdogan Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Khaled à la console technique et Yassine Ostremin et Ikram à la régie d'antenne. On retrouve pour la météo Soraya Zantar.